Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer l'alerte de notification pour recevoir en temps réel toute vidéo que je poste sur la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de partager. Et si vous voulez me contacter, vous avez le AOB Immigration Canada pour l'Instagram et le Facebook, la page du Facebook. Aujourd'hui, je vais faire pour vous un petit survol concernant la législation du travail, c'est-à-dire d'une manière succincte, sans détailler. On va voir les choses qui entourent le milieu du travail en ce qui concerne vos droits et vos obligations. Commençons tout d'abord par parler des lois qui régissent le milieu du travail. On a trois volets. On a les normes du travail, on a la sécurité au travail et aussi l'équité dans le travail, mais l'équité salariale. Et on va voir d'autres lois ou législations qui ont un impact sur le milieu du travail. Commençons tout d'abord par les normes du travail. On a le Code canadien du travail. Ce code il régit les normes, les conditions de travail, tout ça, pour les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans des établissements fédéraux ou les administrations fédérales. On a aussi le Code du travail du Québec. Par exemple, dans le Code du travail du Québec, on va trouver beaucoup de trucs sur les normes du travail, etc. Et pour les normes du travail proprement dites, il y a ce qu'on appelle la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail qui regroupe, normalement il y avait trois commissions, commission des normes du travail, commission de la santé et de la sécurité du travail et la commission de l'équité salariale. Et on a fusionné ces trois commissions pour donner une seule commission qui est la CNESST, anciennement appelée la CSST. Et c'est la CSST qui veille sur le bon respect et l'application de tout ce qui dicte les législations concernant les normes du travail. Il y a aussi le deuxième volet, c'est la santé et la sécurité du travail. Il y a ce qu'on appelle une loi, on appelle ça la loi sur la santé et la sécurité du travail. Et c'est toujours la CNESST qui veille sur le respect de l'application de cette loi. Troisième volet, c'est l'équité salariale. Ici aussi, on trouve une loi sur l'équité salariale. C'est toujours la CNESST qui veille sur le bon respect et l'application des stipulations et tout ce qui régit l'équité salariale. D'autres lois qui ont un impact en milieu de travail, on trouve le code civil du Québec, le code civil du Québec. À l'intérieur, il y a tout un chapitre qui est composé par 13 articles, les articles de l'article 2085 jusqu'à l'article 2097. On a aussi la loi sur la protection des renseignements du personnel du secteur privé. Et on a aussi la Charte canadienne des droits et libertés qui a été insérée dans la Constitution en 1982. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur de la Charte canadienne et qui essaient d'encadrer et de cadrer l'application de la législation du travail qui cherche à protéger l'employé, en même temps aussi l'employeur, et d'édicter quelles sont les manières à gérer les différends qui peuvent surgir entre employés et employeurs. Ok, donc ça c'est déjà fait. On va maintenant parler du processus d'embauche. Généralement au Canada,
Les employeurs, ils embauchent par l'utilisation de divers moyens. Par exemple, il y a bouche-oreille, il y a des recommandations, par exemple, pour travailler dans une entreprise, et il y a ce qu'on appelle l'affichage interne, et on va afficher comme quoi on demande, par exemple, du personnel, par exemple dans la comptabilité, dans la production, dans la logistique, dans l'informatique, dans le commercial, etc. Est-ce que les employés connaissent quelqu'un qui peuvent recommander, ok? Ou bien on va annoncer une promotion interne. En même temps, on peut chercher à recruter à travers les sites internet spécialisés dans le recrutement, comme par exemple JobBoom, comme LinkedIn, comme Monster. Il y a beaucoup de sites internet qui sont spécialisés dans comment dirais-je, dans le recrutement et l'affichage des offres d'emploi. Ok? Donc, une fois le candidat est repéré, ou bien on va recevoir, parfois on reçoit des demandes d'emploi spontanées, et on va essayer de créer une banque de données des CV reçus des candidats et candidates, et on va essayer de les contacter au moment où il y a des postes à combler. Donc, on va recevoir la candidate ou le candidat et on va essayer de faire une entrevue, soit en français, soit en anglais, ça dépend de la nature de travail qu'il va faire. Une fois vous avez convaincu l'employeur, donc à ce moment-là, il va rédiger un contrat. Parfois, on peut embaucher avec juste un contrat oral, ou bien on va officialiser et documenter le contrat qui va contenir la nature du contrat. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée ou durée indéterminée, la nature de votre travail, de votre poste, la rémunération, les horaires de travail, les congés, les secrets professionnels, les fautes graves, etc. Quand est-ce qu'on va vous licencier ou congédier, etc. etc. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrat. Donc, pour ce qui concerne le salaire, il faut savoir qu'au Québec, aujourd'hui, le salaire minimum au Québec est de 12,50 $. 12,50 $. C'était à partir du 1er mai 2019. 1er mai 2018, le salaire minimum au Québec, il a été augmenté et avant le 1er mai, il était 11,25. Le 1er mai 2018, ce SMIC a été augmenté pour devenir 12 $. À partir du 1er mai 2019, il est devenu 12,50 $. Pour les provinces, je vais rapidement vous dire le salaire minimum dans les autres provinces. Comme vous savez, on a 10 provinces au Canada. Il y a 10 provinces et 3 territoires. Il y a le Québec, l'Ontario, Alberta, Manitoba, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Ça, c'est ce qui concerne les 10 provinces. Il y a 3 territoires, Siaken, Nunavut et territoire nord-ouest. En ce qui concerne l'Ontario, c'est 14 $. Et 13,15 $ pour les étudiants qui travaillent pas plus de 28 heures par semaine, ils ont moins de 18 ans. Okay? Alberta, 15 $. Et 13 $ pour les étudiants aussi qui travaillent, qui ont dans l'âge et moins de 18 ans, et ils travaillent maximum, c'est 28 heures par semaine. Manitoba, c'est 11,35 $. Et à partir du 1er octobre 2019, il va devenir 11,65 $. Colombie-Britannique, c'est 13,85 $. Saskatchewan, c'est 11,06 $. Nouveau-Brunswick, c'est 11,50 $. Nouvelle-Écosse, c'est 11,55 $ pour les travailleurs avec expérience et 11,05 $ pour les travailleurs sans expérience. Le Terre-Neuve et Labrador, le salaire minimum, c'est 11,40 $. Pour les 3 territoires, Yukon, c'est 12,71 $. Nunavut, c'est 13 $, pardon. Et
pour le dernier territoire, qui est le territoire nord-ouest, c'est 13,46. 13,46 $. Le salaire minimum au Québec, comme j'ai dit, c'est 12,5 $ et 10,50 $ pour les gens qui travaillent avec le pourboire. Pour ce qui est du salaire, normalement, le salaire du salaire brut, on va essayer de calculer le salaire net que vous allez percevoir par 3 manières. Je vais en parler tout à l'heure. Dans votre bulletin de paie, pour calculer le salaire net à percevoir, on prend le total de votre salaire brut et on va déduire, ici au Québec, je parle du Québec, on va déduire 2 déductions, ou ce qu'on appelle 2 retenues à la source. Une pour le fédéral et une pour la province du Québec. Pour le fédéral, on va retenir l'impôt sur votre salaire et on va retenir votre cotisation à l'assurance emploi. On va en parler après. Et si vous cotisez pour le régime de la pension du Canada, vous allez aussi contribuer et on va prélever à la source de votre salaire, votre contribution réglementaire. Pour ce qui est les retenues à la source pour le Québec, on a l'impôt sur le salaire, sur votre revenu, et on a votre participation au régime québécois d'assurance parentale, et votre participation aussi, ce qu'on appelle Retraite Québec. Anciennement, on parlait de RQRQ, c'est Retraite Régime du Québec, RRQ. Donc, le net, c'est ce que vous allez recevoir, soit en espèces, donc l'espèce doit être dans une enveloppe scellée, ou bien par chèque encaissable, ou bien par virement direct vers votre compte bancaire. Je vais essayer de highlighter les trucs dont on a parlé. Ça, c'est déjà fait. Pour ce qui est des vacances, ça dépend. Pour calculer la durée et le montant de votre vacances, on tient en considération 2 éléments. Il y a l'année de référence qui commence du 1er mai jusqu'au fin avril, et aussi le nombre d'années de service. Par exemple, selon les normes du travail, si vous travaillez dans une entreprise moins d'1 an, vous aurez 1 jour par mois, le maximum c'est 2 semaines. Si vous travaillez dans l'entreprise entre 1 an et moins de 3 ans, laissez-moi vérifier ça. Oui, effectivement. Donc, si vous travaillez entre 1 an et moins de 3 ans, vous aurez 12 semaines. Si vous désirez avoir la 3e semaine, il ne sera pas payé. Si vous travaillez au sein de l'entreprise plus que 3 ans, donc à ce moment-là, vous aurez 3 semaines payées. Pour les gens qui travaillent dans l'industrie de textile, si vous avez travaillé dans l'entreprise moins d'1 an, vous aurez toujours un jour par mois, maximum c'est 2 mois, c'est 2 semaines. Si vous travaillez dans l'entreprise entre 1 année et moins de 3 ans, vous aurez 3 semaines. Si vous travaillez plus que 3 ans, donc vous aurez 4 semaines. Maintenant, le montant. Le montant aussi il est calculé selon la durée, le nombre d'années de service. Tout ce qui est moins d'un an, c'est-à-dire moins d'un an, la première tranche, et entre 1 an et, si on veut dire moins de 3 ans, c'est toujours 4%, plus de 3 ans, c'est 6%. Qu'est-ce que ça veut dire ce taux-là? Ça veut dire que la loi, elle oblige l'employeur, quand il calcule ton salaire,
il faut qu'il constitue une base de réserve d'un montant qui égale à 4% de votre salaire brut. Ce n'est pas une retenue, mais il constitue un montant qui va s'accumuler à chaque fois qu'il calcule votre salaire. Et au moment où vous désirez partir pour les vacances, à ce moment-là, il va prendre le montant cumulé. Et bien sûr, il faut qu'il le mette dans la rubrique des salaires bruts parce qu'il faut déduire les deux retenues à la source, une pour le fédéral et une deuxième pour le Québec. Okay? Pour ce qui est des gens qui travaillent dans le textile, l'industrie textile, si moins d'un an, c'est 4%, c'est entre un an et moins de 3 ans, c'est 4%, c'est 6%, pardon. Et si plus que 3 ans, c'est 8%. Ça, c'est les vacances. Ben, on va highlighter le comme quoi c'est déjà discuté. Pour ce qui est congés, d'autres congés, les congés de maternité et les congés de paternité. Les congés de maternité, quand la femme employée est enceinte, il peut avoir un congé de maternité avant la 16e semaine d'accouchement. Et après l'accouchement, il peut aussi avoir 18 semaines. Pour le papa, ce qu'on appelle un congé de paternité, il faut qu'il soit un père biologique et l'autre femme aussi, il faut qu'il soit une maman biologique. Il a droit à 5 semaines, mais après la naissance. Très bien. À ce congé de maternité et à ce congé de paternité, un autre congé va s'y ajouter. C'est le congé parental. Le congé parental, c'est après l'accouchement de la maman. La maman, il a droit jusqu'à 70 semaines de congé parental payé. Mais pas payé par l'employeur, mais payé par l'organisme, okay, dans lequel on cotisait pour le régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. En ce qui concerne le montant que vous allez recevoir, ce qu'on appelle les prestations de congé parental, ça dépend de deux choses. Pardon, ça dépend du régime pour lequel vous avez opté lors de votre inscription au régime québécois d'assurance parentale. Si vous avez opté pour le régime de base, vous allez recevoir 70% de votre revenu moyen hebdomadaire, parce que les prestations, vous allez les recevoir hebdomadairement, chaque semaine. Mais si vous avez opté pour le régime particulier, à ce moment-là, vous allez recevoir 75% de votre revenu hebdomadaire brut. Très bien. Autre chose, en ce qui concerne d'autres absences, par exemple, absence pour événements familiaux. Il y en a beaucoup, j'ai pris juste 2. Pour le décès, vous aurez 5 jours, 2 jours payés et 3 jours non payés. Donc, sans détailler sur ce qui a été décédé, etc., etc. Donc, on pourrait voir ça avec détail dans une future capsule. Pour ce qui est mariage, si l'employé, c'est lui qui va se marier, il a une journée payée. C'est d'autres, une journée non payée. Il y a d'autres absences. On les classe en 2 catégories, absence courte et absence longue. Pour absence courte, par exemple, un employé, il a droit 10 jours par année pour faire, par exemple, pour aller s'occuper de son enfant, faire un bilan pour santé, pour éducation, pour quelqu'un, parent, pour quelqu'un qui est de proche, et pour lequel il est indispensable pour l'aider dans des choses spécifiques. Un employé peut aussi s'absenter pendant 26 semaines par année en cas d'accident ou problème de santé, etc. Pour les absences prolongées, il y en a beaucoup. J'ai pris quelques-unes. Par exemple, un employé peut, par exemple, s'absenter 27 semaines, à peu près 6 mois, dans le cas
ou il doit être près de quelqu'un qui est gravement malade et potentiellement il pourrait mourir. Ok? Mais bien sûr, en se basant sur une attestation établie par un professionnel de santé qui va attester l'objet de cette absence prolongée, ou bien le motif. Il peut aussi s'absenter 36 semaines, à peu près 9 mois. Si par exemple votre enfant mineur, il est gravement malade dû à un accident grave, il peut par exemple s'absenter 104 semaines, 104 semaines si par exemple votre enfant il est gravement malade, gravement touché par un acte criminel. Aussi, si votre conjoint ou enfant ont été décédés suite à un crime ou un acte criminel, l'employé peut s'absenter sans solde pendant 104 semaines, à peu près 12 ans. Autre chose, pour ce qui est avis de départ, par exemple, vous savez, la relation entre employé et employeur, ça pourrait durer, ça peut être interrompu. Donc, en cas de résiliation de votre relation de travail entre l'employeur et l'employé, pour ce qui concerne les avis, si l'employé travaille au sein de l'entreprise moins de 6 mois, il n'y a aucun avis. Okay? Il n'y a aucun avis, ni de l'un ni de l'autre. Mais si travaille entre 3 ans et 1 an, la durée de travail est de 3 ans et 1 an, le préavis est d'une semaine. Si la durée de travail entre 1 année et 5 ans, c'est 2 semaines. Donc, entre 3 mois et 1 année, 1 semaine. Entre 1 année et 5 semaines et 5 ans, c'est 2 semaines. Entre 5 ans et 10 ans, 4 semaines. Puisque 10 ans de travail, c'est 8 semaines. Ok? Je voulais aussi ajouter quelque chose. En ce qui concerne les indemnités. Par exemple, les indemnités de préavis, c'est l'équivalent des semaines de préavis réglementaire. Ok? Et l'employé, par exemple, qui va partir, supposons quelqu'un qui est parti volontairement sans être congédié, il faut qu'on voit ce qu'il a respecté le préavis. S'il a respecté le préavis, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas respecté, on va essayer de calculer son solde. Le solde calculé va contenir les heures travaillées non encore payées et aussi les congés calculés mais qui n'ont pas été payés à cet employé. Ok? Et on va essayer de déduire l'équivalent des semaines ou bien des jours qui ne rentrent pas dans le préavis réglementaire édicté par les normes du travail. Ça, c'est déjà fait. Autre chose, ok. Maintenant, je vais parler de quelqu'un qui va partir en chômage. Ici, quand vous travaillez, il y a une contribution patronale et salariale qu'on appelle assurance emploi. Ça va servir à quoi? Ça va servir au moment où vous allez demander les allocations d'assurance emploi. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, au sein d'une entreprise, ait subi des harcèlements sexuels, harcèlements physiques, psychiques, etc., ou bien il travaille dans des conditions dangereuses, à ce moment-là, il va aller justifier son départ volontaire à cause de ces conditions de travail qui constituent un danger pour sa vie, pour sa santé. En ce moment-là, il a droit aux allocations de l'assurance chômage. Mais si vous arrivez un jour le matin, vous allez dire à votre employeur, bonjour, excusez-moi, je vais arrêter de travailler au sein de votre entreprise parce que je vais continuer mes études, parce que j'ai trouvé... Non.
Dans ce cas-là, vous n'avez pas droit, vous n'êtes pas éligible à percevoir ou bien à demander les allocations pour assurance chômage. Comment ça se calcule? Ça se calcule selon deux choses, selon le taux de chômage dans la région dans laquelle vous vivez et aussi sur le nombre d'heures travaillées. Je vous donne un exemple. Et le taux de chômage, généralement, le ministère fédéral Emploi Développement social Canada et le calcul chaque mois. Pour ce mois-ci, je crois, entre le 11 août et 7 septembre, à Montréal, le taux de chômage est de 5,9. Selon ce taux de chômage, le minimum que vous devez avoir pour être éligible et admis dans l'allocation assurance emploi, c'est 700 heures. Le nombre de semaines à payer, le minimum c'est 14 semaines, le maximum c'est 36 semaines. Parce que généralement, le minimum partout au Canada, le minimum des semaines à payer c'est 14 semaines. Le maximum c'est 45 semaines. Donc, si à Montréal, à ce moment-là, entre 11 août et 7 septembre, vous avez travaillé 699 heures, vous n'avez pas droit à demander les allocations d'assurance chômage. Mais si vous avez travaillé minimum 700, vous aurez votre allocation d'assurance chômage. Vous allez recevoir hebdomadairement. Le maximum à recevoir, c'est 562 $ bruts, sans parler des déductions. Et sans parler, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants? Parce que si vous avez des enfants, vous aurez un supplément. Et le maximum à Montréal, selon ce taux de chômage 5,9%, c'est 36 semaines. OK? Ça, on va le comme quoi on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois que j'ai parlé de tout. Il me reste deux petites choses en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers, une fois ils terminent 18 mois de vie ici au Canada, ils peuvent demander les allocations familiales pour enfants du fédéral et les allocations de famille du Québec. Bien sûr, il faut qu'ils fassent leur déclaration d'impôt annuelle. Je crois que j'ai terminé le survol sur tout ce qui concerne le travail. Prochainement, je vais essayer de réserver chaque capsule à un élément particulier. Je vais par exemple parler du contrat pendant 15 minutes, 20 minutes. Autre capsule sur par exemple l'équité salariale. Autre sur le salaire, comment on le détermine. Autre sur les congés. Autre sur les actions de travail. Autre sur les problèmes qui peuvent surgir entre l'employé et l'employeur. Et comme ça, vous allez essayer d'avoir une idée sur vos droits et vos obligations en ce qui concerne le travail. J'espère que cette capsule vous sera utile. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et surtout de partager pour une diffusion, une plus large diffusion de l'information relative aux droits et aux obligations du travailleur, de l'employé ici au Canada. D'ici une nouvelle capsule, je vous remercie, je vous dis mes amis, à la prochaine.